Un grand merci à toute l'équipe du Tour Ski qui s'est mis en quatre pour organiser cette soirée. François Bégodeau, si vous voulez bien nous rejoindre. Ouais. Donc, Richard. Merci. Heureux de vous retrouver dans votre théâtre, oui. Dans ces temps où la bêtise gonfle, on cherche l'antidote et on tombe sur François Bégodeau. Et donc, acteur, les plateaux appartiennent aux acteurs. Il est donc dans sa maison. Je lui demande de venir chez lui et de prendre possession de sa maison. Merci François de venir nous éclairer dans ces temps difficiles où on ne sait plus comment se battre. Peut-être que tes lumières vont peut-être nous permettre d'appeler les poètes et de trouver les chemins. Merci François. Ouais. Merci beaucoup Richard. Merci à toi. Merci de nous ouvrir à chaque fois ton théâtre. Présenter François Bégodeau est une chose qui n'est pas aisée, tant ses activités sont nombreuses et tant son œuvre est importante. Jugez par vous-même, il est écrivain, critique littéraire, scénariste, acteur et réalisateur de cinéma, et je dois encore oublier bien des choses, mais je vais lui passer tout de suite la parole pour qu'il puisse compléter. François Bégodeau, c'est à vous. Je complète ma biographie ou je fais une conférence? Bonsoir, merci d'être là. Je commencerai par vous citer des paroles de chansons. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, c'est faire des longtemps préparés, Français, pour nous, ah, quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Ces paroles, vous les avez reconnues. Ce sont celles de la Marseillaise. Ou plutôt, vous ne les avez pas reconnues car ce sont celles du deuxième couplet de la Marseillaise. Or, vous ne connaissez que le premier. Vous ne connaissez qu'un couplet de votre hymne national qui en compte 15. Vous êtes donc chacun des 15e de patriotes. Manuel Valls n'est pas du tout content de vous. Ces paroles, vous ne les avez pas reconnues, mais surtout, vous ne les avez pas comprises. Je pourrais les relire 3 fois, vous ne les comprendriez pas. Et même le premier couplet, le seul que vous connaissiez, vous ne pigez pas vraiment ce que vous chantez quand vous le chantez. Bon, chaque année, donc, des millions de gens entonnent des paroles sans les comprendre. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Moi, je ne suis pas sûr que les gens, quand ils chantent ce truc, ont vraiment en tête la phrase à l'endroit, quoi. C'est-à-dire l'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. Il faut la remettre un petit peu à l'endroit. Non, je pense que personne ne comprend exactement ce qu'ils chantent quand ils chantent cet hymne. Je voudrais préciser que je déteste les enfants. Donc, voilà. Si vous pouviez faire taire cet enfant, sinon il y aura peut-être un crime, ou enfin quelque chose de cet ordre-là. Ça mettra un peu d'ambiance. Donc on récite les paroles de la Marseillaise sans les comprendre. On récite comme on récitait des poèmes quand on était gamin dans l'école de la République, sans les comprendre. Mais il paraît que c'était bien pour nous. On s'abrutissait comme ça. Alors on s'abrutit quand on chante la Marseillaise aussi un petit peu. Alors bien sûr, des gens pourront me dire, oui, là, prendre le sujet du patriotisme, puisque c'est le sujet du soir, par la Marseillaise, bon, c'est un petit peu prendre par le petit bout de la lorgnette, quoi. C'est pas très sérieux, parce que la Marseillaise, c'est le folklore du patriotisme, quoi. Mais à ça, je dirais 3 choses. Je dirais premièrement que le patriotisme est peut-être un fait folklorique. C'est peut-être un fait folklorique total, quoi. Et le prendre par le folklore, c'est le prendre par son cœur. La deuxième chose, c'est que quand même, la Marseillaise, c'est vrai que c'est un peu anecdotique, c'est pas un sujet en soi, sauf qu'elle est quand même revenue très très à la mode ces derniers temps. Moi, quand j'étais gamin, on chantait pas la Marseillaise comme ça partout. Genre, là, depuis 5-10 ans, là, c'est quand même revenu en force, quoi. Donc ça devient un sujet, quoi. Même l'autre jour, j'étais à un mariage,
les gens, à un moment, ont chanté la Marseillaise. Bon, alors c'était le mariage de la fille de Nicolas Dupont-Aignan. Donc c'est vrai qu'il y a une petite cohérence quand même. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que je foutais au mariage de la fille de Nicolas Dupont-Aignan. Bon, il se trouve que j'étais le marié, donc j'étais quand même un peu tenu d'y être. Mais surtout, ce rapport aux paroles de l'hymne dit tout de la vacuité sur laquelle repose le patriotisme, de la vacuité qui forge le patriotisme. Il est non seulement fait de mots vides, mais il faut que ces mots soient vides pour qu'ils opèrent. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors souvent, on dit de la Marseillaise, ouais, non, c'est pas bien parce que les paroles sont sanguinaires. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est effectivement un chant de guerre. Il a été écrit par Rouget de Lille pour une armée, l'armée française, après la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. C'est ça qu'il faut comprendre. La Marseillaise est un appel à la mobilisation générale. Dans le chant de guerre qu'est la Marseillaise, l'idée est de se donner du courage et de l'ardeur. Le chant de guerre est un fait physique. C'est une sorte d'auto-emballement. En fait, il n'exprime pas l'amour de la patrie, il crée l'amour de la patrie. On pourrait dire alors, à travers ce phénomène de chant, que l'amour de la patrie tient tout entier dans une sorte de décision auto-réalisatrice. Le patriotisme est donc ce qu'on appelle performatif, des mots comme ça qui opèrent, qui font acte en eux-mêmes. C'est une pure production verbale. Les mots du patriotisme ne renvoient à rien, comme les notes d'un clairon ne renvoient à rien. C'est les notes d'un clairon. Le patriotisme est sans réel. Alors rien que le titre de l'hymne, pardon d'y insister, mais c'est quand même bizarre, quoi. On n'en parle jamais, c'est dommage. Le titre de l'hymne national, c'est la Marseillaise. C'était un hymne écrit d'abord pour les armées du Rhin par un type qui est né à Lons-le-Saunier et qui s'appelle la Marseillaise. Donc on voit que dès le début, c'est quand même un peu n'importe quoi. Et désormais, quand je dis la Marseillaise, je ne pense pas du tout à Marseille. Pas du tout. C'est un drôle de phénomène linguistique, ça, de prononcer des mots indépendamment de leur référence, quoi. Et là, heureusement que je ne pense pas à Marseille quand je chante l'hymne national, parce que sinon je ne le chanterais pas, non pas par dégoût de Marseille, mais parce qu'il y aurait comme une espèce de hiatus, quoi, entre une ville et tout ça. Bon. On ose espérer, à mon avis, les fans du PSG, quand ils chantent la Marseillaise, ils ne pensent pas à Marseille. Sinon, ils ne le chanteraient pas. Je pense. Donc, vous voyez, c'est des mots un peu creux, comme ça. Alors, inversement, est-ce qu'un Marseillais chanterait un hymne national qui s'appellerait la Parisienne ? Je ne sais pas. Par exemple, il faudrait voir, est-ce qu'il arrive à un Marseillais de manger une salade parisienne, par exemple ? Je ne sais pas si ça arrive. Donc les mots du patriotisme, ils sont très particuliers. Il faut absolument, pour qu'ils produisent leur effet, qu'ils ne veuillent rien dire. C'est bizarre pour des mots. Le patriotisme demande une sorte de suspens de la volonté de compréhension, de la volonté d'intelligibilité, je dirais même un suspens de l'intelligence pour s'exercer. Bon, prenez une expression comme « qui ne saute pas n'est pas français ». Bon, si vous êtes en train de le faire, si vous êtes en train de sauter en disant « qui ne saute pas n'est pas français », bon, il ne faut pas trop se poser de questions. Parce que si vous commencez à regarder trop près ce que vous êtes en train de faire, vous arrêtez tout de suite. C'est comme un type bourré qui se rend compte qu'il est ridicule quand il danse, quoi. S'il s'en rend compte, il arrête de danser. Alors pourquoi est-ce que vous arrêtez tout de suite si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? D'abord parce que ce n'est pas vrai. Il y a tout un tas de gens qui ne sautent pas et qui sont français. Là, par exemple, en ce moment, il y a pas mal d'entre vous qui ne sautent pas. Et il y a pas mal de gens français dans la salle, je pense. Moi, je voulais pas laisser rentrer les Français, mais l'organisation m'a dit que c'était compliqué d'interdire les Français, que c'était un peu discriminatoire. Bon. J'ai obtempéré. Encore une concession. Bon, inversement, il y a des gens qui sautent et ça n'en fait pas des Français. Par exemple, un Chilien qui saute, il ne devient pas français. Il reste chilien. Il y a des immigrés comme ça qui essaient d'obtenir la nationalité française en sautant. Mais ils ont pas. Non, ça marche pas comme ça, les gars. C'est plus compliqué, c'est plus profond d'être français. C'est des valeurs, c'est du jambon de Bayonne. Enfin, c'est plein de choses, quoi. Bon, c'est comme par exemple, je suis fier d'être français. C'est des trucs qu'on entend des fois, quand même. Quand même, il y a des gens qui disent ça. Je l'ai pas inventé.
Bon, bah, si vraiment on regarde en face cette expression, bon, bah, ça passe pas, quoi. Si on s'y arrête, ça passe pas. Si on l'étudie avec lucidité, ça ne peut pas passer, quoi. On voit bien qu'on peut pas être fier d'un truc dont on n'est pas du tout responsable, quoi. On peut pas être fier d'être blond. On peut pas être fier d'être un poulpe. Le poulpe qui est fier d'être poulpe, envie de lui dire, tu es pour rien, quoi. Enfin, donc s'il te plaît, calme-toi, le poulpe. Alors éventuellement, on peut être content d'être un poulpe. Ça, c'est pas pareil. Oui, voilà, bon, j'y suis pour rien, mais bon, bah, tant que j'y suis, bah, je trouve ça pas mal, je suis content. Moi, par exemple, je suis plutôt content d'être français. Je suis pour rien, mais je suis plutôt content. Je me dis souvent que j'aurais pu tomber plus mal. Hein. J'ai plutôt eu du bol, en fait. J'aurais pu être kazakh, par exemple. J'aurais pu naître au Kazakhstan. Bon, ça n'aurait pas été de bol, quoi. Non, parce qu'au Kazakhstan, ils savent pas profiter d'une bonne viande avec un bon fromage et un bon vin, quoi. Ils n'ont pas ça. Ils savent pas. Pourquoi parce qu'ils sont pas français. C'est ça le gros problème du Kazakh, c'est de pas être français. C'est son problème numéro 1, quoi. Alors bon, bien sûr, les patriotes, les gens qui se disent patriotes et qui sont nombreux, ce n'est pas un sujet creux, je crois. Bon, les patriotes, ils vous diront qu'en fait, le patriotisme est référé, qu'il se réfère à quelque chose, qu'il a un contenu. Par exemple, en 1940, être patriote, bah, ça veut dire quelque chose, ça répond à une situation concrète. Il y a une armée qui vient d'envahir le pays, il faut le défendre, etc. Bon. Alors, je note quand même qu'en l'occurrence, il s'agit bien de défendre le pays. Je crois que fondamentalement, la patrie n'existe toujours que dans le négatif d'une force qui l'agresse, quoi. Son seul contenu est par la négative, en quelque sorte. En fait, c'est dans l'agression qui nous est faite qu'on se découvre patriote. Ce sont en ce moment, par exemple, les agressions russes qui sont en train de rendre les Ukrainiens très patriotes. Alors ça, c'est un peu la bêtise du patriote Poutine. Il commence par dire que l'Ukraine, c'est rien. Voilà, que ce n'est pas un pays, c'est ce qu'il dit. Et puis, parce que ce n'est pas un pays, il l'envahit. Ils se sont fondés à l'envahir. Il y a d'autres motivations, mais prenons-le au mot. Et c'est en l'envahissant qu'il crée du coup un sentiment patriotique ukrainien tout à fait développé. On voit la bêtise circulaire du patriotisme. Oui, la patrie, c'est une passion par la négative. Il faut donc un négatif à quoi s'adosser. Il faut un repoussoir, un ennemi, un agresseur. On dit souvent la patrie est menacée, mais c'est un pléonasme en fait. Il n'est de patrie que menacée. Ça n'existe que dans cette espèce d'agression extérieure ou de sentiment de menace. Donc ce n'est pas un sentiment très affirmatif, le patriotisme. Il n'y a pas d'ailleurs de contenu positif du patriotisme, pas de contenu effectif. On entend par exemple un candidat à l'élection présidentielle avoir pour slogan « Pour que la France reste la France ». Par contre, il n'explique jamais ce qu'est la France. Donc il faudrait que la France reste quelque chose qu'elle est, mais qu'on ne sait pas ce qu'elle est. Alors on entend aussi rendre à la France sa grandeur. C'est des choses qu'on entend, mais on ne précise jamais le contenu de la grandeur, quoi. La France, elle est grande, pourquoi? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est la grandeur coloniale? C'est vrai que dans ce domaine, on a été plutôt performant. Est-ce que c'est la suprématie dans le nucléaire? Est-ce que c'est Maître Gims? Enfin, je ne sais pas, des trucs... voilà. Qu'est-ce qui, en France, est si grand, en fait? On ne sait pas. C'est pas précisé, et il faut que ça ne le soit pas pour que ça tienne, quoi. Mais c'est pas précisé dans le contrat patriotique. Je l'ai relu hier. En fait, j'ai pas trouvé la clause qui précise exactement le contenu. Alors ce contrat patriotique, c'est un contrat type qui vaut pour à peu près toutes les patries. Les Kazakhs aussi, ils ont un contrat de patriotisme. Ils célèbrent aussi leur grandeur. Le Kazakh veut rendre au Kazakhstan sa grandeur. Il le dit souvent, j'en connais plein. Et ça marche même avec des villes. L'autre jour, j'étais à Châteauroux, parce que le mariage avait lieu à Châteauroux, en fait, de la fille de Dupont-Aignan. Et donc, bon, alors, un petit peu comme ça, pour pas faire trop condescendant, ils avaient quand même invité des gens de Châteauroux au vin d'honneur, quoi. Toujours inviter les ploucs du coin pour pas qu'ils fassent la tête, quoi. Et donc, il y a un type de Châteauroux qui m'a abordé à un moment, et lui, il voulait rendre à Châteauroux sa grandeur. Il m'a dit ça. Il a même dit « Make Châteauroux great again ». Il a dit comme ça. Mais j'ai dit « Ouais, mais carrément, quoi. Ah, mais moi, je te suis ». Et alors, au même mariage, il y a un type, alors lui, je ne sais pas s'il était de Châteauroux, il me dit moi, ce qui me rend patriote, c'est la beauté de nos paysages, à nous les Français. Je lui dis ouais. Je lui dis ok, mais dans ce cas, tu devrais plus être patriote des États-Unis.
parce qu'au niveau beauté des paysages, au niveau diversité des paysages, ils sont quand même, enfin, c'est un peu plus performant, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc, ouais, mais il me dit, mais t'es con, je peux pas être patriote d'un autre pays que le mien. Enfin, il me dit, moi, je peux être patriote de la France. Et c'est vrai que j'avais oublié ce truc. En fait, on peut toujours être patriote que de sa propre patrie, en fait. Moi, je peux pas être patriote de la Chine, par exemple. C'est pas possible. Donc, alors c'est un peu limitatif, on pourrait dire. Bah, c'est un peu dommage, on est obligé d'être patriote de sa patrie, en fait. Mais en général, ça tombe bien, parce qu'en fait, 100% des patriotes dans le monde estiment qu'ils sont nés dans la plus belle patrie. Donc, en gros, bah, ça se goupille assez bien, en fait. C'est quand même bien foutu. C'est peut-être pour ça que ça dure, cette connerie. C'est bien fait, quoi. En fait, il y a au fond une seule façon positive et affirmative et cohérente d'être patriote, c'est le sang. C'est la conviction que ce qui unit les compatriotes, des compatriotes, c'est le sang. Ils ont un sang commun. C'est l'idée que, un, il y a un sang français, pour parler de la France, et deux, que ce sang est précieux, qu'il mérite d'être préservé, développé, défendu, notamment par le remplacement sanguin qui est en cours, hein, le grand remplacement sanguin, donc voilà, la grande transfusion. Donc il faudrait résister à cette transfusion pour préserver le sang. Alors je reviens sur le petit 1, il y a un sang français. Ce qui veut dire que, par exemple, j'ai le même sang que Brigitte Macron. Ce qui est tout à fait vrai. C'est vrai, puis ça se vérifie, ça se voit. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, Brigitte Macron et moi dans une foule à l'étranger, on sent la consanguinité. On reconnaît les deux, là. Il y a un truc, quoi. Ben oui. Non, mais ça loupe jamais. Hein. C'est-à-dire qu'on reconnaît que Brigitte et moi, ben, il y a du sang français qui coule dans nos veines. Voilà. Et ce sang, il est particulier. Mais tous les sangs sont particuliers. Par exemple, c'est connu que les Espagnols, ils ont un sang particulier. Ils ont un sang chaud. D'où le nom, d'ailleurs, du compagnon de Don Quichotte. Ah oui, vous voyez la cohérence. Ouais. Oui, j'essaie toujours de mettre un jeu de mots à la con dans mes conférences. Voilà, c'était là. Voilà. Comme ça, c'est fait. On est débarrassé. Dans un laboratoire, si vous avez une éprouvette où dedans il y a du sang chaud, c'est du sang espagnol. Et nous, les Français, eh ben, nous, on a le sang, on a le sang français. Si dans un laboratoire vous avez du sang français, c'est du sang français. Alors, j'en viens au deuxièmement, le sang fait valeur. Il est noble, donc il doit être préservé en tant que tel, quoi. Il y a cette conviction comme ça qui pourrait nourrir un patriotisme affirmatif. Le peuple qui possède ce sang a un destin particulier, une espèce de destin spécifique, une sorte d'élection, en quelque sorte. Alors si vous croyez à ça, alors oui, vous êtes positivement patriote. Vraiment. Là, il y a quelque chose de cohérent là-dedans. Il y a un contenu véritable. On pourrait dire en gros que le fascisme est le seul patriotisme cohérent. Mais oui. Alors, de ce point de vue-là, il y a une fusion totale entre le patriotisme et le nationalisme. Parce qu'on dit toujours, vous savez, on oppose toujours le patriotisme, c'est sympa, puis le nationalisme, c'est pas sympa. C'est le côté good cop, bad cop. Quoi. Patriotisme, good cop. Nationaliste, vraiment bad cop, quoi. Pas sympa. Donc il y a cette phrase qui est de je sais plus qui, certains d'entre vous le savent peut-être, et qu'on entend citer à l'envi en permanence. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Ouais, on peut tout dire. On peut tout dire. Simplement, si vous partez sur la base que le seul patriotisme cohérent passe par le sang, alors, et si vous dites que le patriotisme, c'est l'amour des miens, qu'est-ce que c'est que cet amour des miens et pourquoi je les appelle les miens? Qu'est-ce que c'est que ce possessif? Mais c'est un possessif familial, bien sûr. Quand est-ce que je parle des miens en général dans la vie? Les miens, c'est mes oncles, mon grand-père, mon père, ma mère, mes neveux, mes enfants, que sais-je. C'est donc une conception familiale de la consubstance organique qui crée le patriotisme. Et cette adéquation et cette concomitance entre... Enfin, cette conception organique familiale du corps patriotique ou du corps de la patrie est typiquement ce qui fonde le fascisme. Donc l'amour des siens, il n'y a pas de quoi le brandir comme quelque chose qui serait très très sympatoche par rapport à la méchante haine des autres que censément contiendrait le nationalisme. Et donc on se souvient d'un seul coup que patrie est un mot qui est construit sur le latin qui a donné le père, pater, patrice. Ah oui, la patrie, il y a quelque chose à voir avec le père.
Et puis parfois on parle de la mère patrie, comme ça le tableau familial est complet. Et puis l'hymne national commence par « Allons enfants de la patrie ». Comme ça on a papa, maman et les enfants. C'est une conception familiale de la patrie. Et voilà ce qu'on raconte, quoi. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune différence entre la patrie et la nation. Parce que la nation elle-même porte en elle-même, par étymologie, la notion de naissance, quelles que soient les acceptions qu'elle ait connues par la suite dans l'histoire. Au départ, si vous parlez de nation, vous parlez d'une naissance commune, d'une souche commune. Donc on reviendrait à ces histoires de sang. Donc saluons au moins les nationalistes d'être des gens cohérents. Au moins eux sont cohérents. On peut saluer Éric Zemmour d'être cohérent. Le patriotisme, soit il est vide, soit il est identitaire. Donc en toute logique, Éric Zemmour est patriote et identitaire. Voilà. Alors c'est un mythomane, mais il est cohérent. Il fabule, mais sa fable est cohérente, comme il arrive que des fous soient très cohérents dans leur délire. Vous savez, c'est le fou, par exemple, qui se promène avec un grille-pain en laisse. Et bon, il y a un passant comme ça qui dit, bon, il ne veut pas le fâcher, il ne veut pas le froisser, il ne veut pas le réveiller de son délire, il lui dit, ah, il est mignon votre chien. Et le fou répond, mais c'est pas un chien, c'est un grille-pain. Bon, alors, dans le cas de Zemmour, il promène donc la patrie en laisse, et donc on le croise, on lui dit, ah, il est mignon votre chien, pour pas le froisser. Et lui répond, mais c'est pas un chien, c'est la patrie. C'est une anecdote authentique. J'ai croisé Zemmour dans le 8e arrondissement, près du Figaro, récemment. Bon, donc la seule légitimité, en tout cas la seule cohérence, y compris délirante, mais cohérence quand même du patriotisme, est d'être identitaire, c'est donc d'être de droite. Alors, c'est ce qui rend tout à fait fascinant, étrange, incongru, mystérieux, abyssal, un peu pénible, le fait qu'existe censément un patriotisme de gauche. Il y a des gens comme ça, ils se disent patriotes de gauche. Sauf qu'ils vont plus loin. Ils ne sont pas patriotes, ils ne sont pas de gauche et par ailleurs patriotes, ils vous disent que c'est en tant qu'ils sont de gauche qu'ils sont patriotes. C'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent le patriotisme, c'est de gauche. Et ça appartient au corpus de gauche, ça fait complètement partie prenante du corpus de gauche que d'être patriote. Voilà. Alors, en général, dans la phrase d'après, ces gens-là qui existent, j'y insiste lourdement, vous dites que en fait, l'extrême droite, ou la droite en général, a récupéré le patriotisme, qui était d'abord une possession de la gauche. Il y a eu comme ça une récupération, une sorte d'expropriation du patriotisme, du drapeau tricolore. Alors, du coup, ces gens-là nous disent qu'il faudrait ramener le patriotisme, le drapeau tricolore, la Marseillaise, tout le folklore, dans le giron de la gauche, d'où il n'aurait jamais dû sortir, puisque c'était originellement des valeurs de gauche. Voilà ce que disent ces gens. Donc ils se plaignent beaucoup d'avoir été récupérés, d'avoir été détournés par la droite et l'extrême droite. Alors, il faudrait quand même un peu leur dire que si le patriotisme a été récupéré, je crois que c'est aussi beaucoup parce qu'il est vide. C'est très très facile de récupérer des mots vides et des valeurs vides. Une valeur qui n'a pas de contenu, on peut la détourner autant qu'on veut. Donc peut-être un petit conseil pour ces gens-là qui n'aiment pas être récupérés, un petit conseil pratique, un petit tuto anti-récupération. N'utilisez que des mots consistants et vous ne serez jamais récupéré. Cessez d'utiliser des mots vides. Voilà. Par exemple, confiture. Confiture est un mot absolument consistant. Personne ne peut prétendre que confiture signifie autre chose que confiture. Ou encore que la confiture est une valeur fondamentale de la gauche. On peut pas dire ça. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la confiture. Allons enfants de la confiture, ça ne marche pas. Et ça se voit tout de suite. Confiture, vous ne le trouverez donc dans aucun slogan de campagne présidentielle, qui est toujours un petit peu une espèce de fête des mots creux. C'est un signe de grande santé verbale de la part de confiture. C'est même un signe de grande santé politique. Je dirais même que politiquement, confiture est un mot beaucoup plus fiable que patrie. Alors, à l'instar du patriote tout court que j'ai cité tout à l'heure, le patriote de gauche, il va dire évidemment que le mot patrie n'est pas vide,
qu'il est référencé, qu'il renvoie à quelque chose. Et de la même façon que le patriote tout court citait 1940 ou mentionnait 1940, eh bien évidemment le patriote de gauche va vous dire que la Marseillaise, originellement, en 1792, est un chant de circonstance. Elle a été écrite dans une circonstance bien particulière, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, mais c'était un moment historique où la tyrannie a élevé contre nous son étendard sanglant. À ce moment-là, la tyrannie, ça voulait vraiment dire quelque chose, et l'étendard sanglant, on savait bien ce que c'était. Et défendre la patrie à ce moment-là, c'était défendre la liberté. D'ailleurs, c'est dit dans les paroles de la Marseillaise, à un moment, il est question de liberté, liberté chérie. Ce qui a donné lieu à un slogan de campagne à l'automne dernier de Marine Le Pen. Alors là, le patriote de gauche s'énerve, il dit « Oui, non, mais elle a récupéré. Elle a récupéré la patrie, elle a récupéré la liberté. » Alors attention, on a déjà oublié le petit tuto. Hein, parce que liberté est un mot creux aussi. Hein, donc c'est facile de récupérer liberté. Vous pouvez tout faire avec liberté, il n'y a rien dedans. Hein. Eh oui, alors que confiture, enfin bon, je ne refais pas la démonstration. Alors le patriote s'énerve, il dit mais non, liberté c'est pas un mot creux, liberté est référencée, liberté fait à l'époque en tout cas référence à une situation précise. La liberté en 1792, ça veut précisément dire la liberté de la patrie justement, la liberté contre les nations ennemies qui veulent prendre le contrôle de la France. Hein. La liberté à ce moment-là, ça veut dire l'indépendance, ça veut dire la souveraineté, tout simplement. Le patriotisme à ce moment-là, ça serait donc la défense de la souveraineté et de la souveraineté de la patrie en résistance par rapport aux tutelles étrangères. Hein, vous savez, c'est des aristocrates français qui sont allés constituer des armées à l'étranger. Hein, on les a appelés les émigrés et ils voulaient effectivement reprendre possession de la France nouvellement républicaine. Et justement, ce souverainisme-là qui naît à ce moment-là est de gauche, car à Valmy, pendant la bataille de Valmy, ce qu'il s'agissait de défendre, c'était la République naissante, face aux monarchies qui étaient en train de s'unir contre la République. C'est ainsi qu'à ce moment-là, une fusion se crée entre défendre la patrie, défendre la souveraineté et défendre la République. Alors, cette fusion est la source de toutes les confusions. Il y a deux autres cas paradigmatiques où il semble que la défense de la souveraineté nationale revienne à défendre les valeurs de gauche. C'est par exemple la lutte contre l'emprise américaine, l'empire américain, par exemple le refus de s'aligner sur l'OTAN, par exemple le refus de la dollarisation de l'économie, très bien. Et à ce moment-là, effectivement, ce refus de l'emprise étrangère des États-Unis recoupe le refus de l'emprise capitaliste. Il y a un autre cas bien connu où les deux peuvent se recouper, c'est évidemment la lutte contre les injonctions de l'Union européenne, envisagée comme un bélier néolibéral destiné à enfoncer les législations nationales, et notamment les lois qui structurent le système social à la française. Donc, en défendant la souveraineté de la France contre les États-Unis et ou l'Union européenne, les deux ayant souvent partie liée, je défends en fait une politique sociale contre son démantèlement néolibéral. Et dès lors, défendre la souveraineté de la France serait une option sociale. Et c'est là qu'il peut y avoir un souverainisme de gauche. Voilà le raisonnement des souverainistes de gauche. Il y a une autre façon de le dire. Défendre la souveraineté du peuple français, c'est défendre les classes populaires. Il y a alors, dans la phraséologie souverainiste de gauche, une fusion entre peuple au sens de nation et peuple au sens de classe populaire. Cette fusion est la source de toutes les confusions. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne sait plus bien ce qu'on défend quand on est souverainiste, quand on défend la souveraineté, quoi. On défend le peuple français ou on défend les classes populaires? On défend la France en tant qu'avant-garde sociale ou la France en tant que telle? On vit dans cette confusion-là depuis longtemps maintenant, mais de façon de plus en plus aiguë depuis une vingtaine d'années. En 2005, par exemple, le référendum contre le traité sur le traité de constitution européenne, on a voté non pour quoi au juste? Enfin, contre quoi? On votait non par patriotisme pur ou par patriotisme à contenu social? Il a été très très compliqué de distinguer à ce moment-là. Et puis la victoire est arrivée, on a fêté cette victoire, mais on fêtait quoi au juste? C'était la victoire de quoi au juste? Confusion, confusion. C'est pourquoi le mot souverainiste diffuse un brouillard qui permet toutes les entourloupes idéologiques. Comme une espèce de brouillard à la frontière entre deux pays, vous voyez, il permet à certains contrebandiers idéologiques de franchir la ligne ni vu ni connu. En admettant qu'il y ait un souverainisme de gauche, on constate
au moins que cet étendard aura accompagné beaucoup de passages à droite. Alors comment ça se passe exactement, ce petit glissement, ce petit passage en contrebande? On commence par enfiler le maillot souverainiste. Sous ce maillot, on monte une revue qu'on appelle Front Populaire. Par ce titre, on veut évidemment faire entendre à la fois 36, le Front Populaire, mais aussi populaire tout court. Populaire et pas classe populaire, hein, populaire, pour faire entendre un peu peuple, vous voyez. On veut faire aussi sans doute front, entendre front. Quelle est la connotation de front? Peut-être en partie Front National. Alors peut-être le Front National qui était un groupe de résistance plutôt communiste pendant la guerre, mais pas seulement. C'est un peu front et front, c'est un peu les deux en même temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce soit tout ça emballé dans le même truc, quoi. Ça fait partie. Et alors Front Populaire et National finissent par fusionner. C'est un petit peu la même chose. Et lorsqu'on défend le peuple, on entend de plus en plus par là peuple français et de moins en moins classe populaire. De plus en plus on cultive le thème national et de moins en moins le thème social. On se met à parler de l'art d'être français. On signe même un livre qui s'appelle comme ça, qui s'appelle L'art d'être français, et dont la couverture est un petit village français avec un clocher. On devient le philosophe préféré du magazine Le Point. On a son rond de serviette à CNews. On fait des débats courtois et amicaux avec Éric Zemmour, des débats qui n'ont de débat que le nom. On s'appelle évidemment Michel Onfray. Ceux qui ont deviné gagnent un livre de François Bégodeau. Bon, on n'avait pas mieux comme cadeau, hein, désolé. Revendez-le sur le Bon Coin, aucun problème. On s'appelle Michel Onfray, puis un jour à la télé, on a cette formule magnifique, trop peu passée inaperçue d'ailleurs, je trouve, concernant Marine Le Pen. Je cite, « Marine Le Pen est une libertaire ». Avec le début est drôle. Hein. J'adore. Non, c'est vraiment une phrase que j'adore. Je me la récite des fois chez moi quand je me fais chier. Marine Le Pen est une libertaire car elle défend la liberté de la France. Michel Onfray. Il a travaillé avec Louis C.K. à une époque, avec Anne Romanoff. Enfin, ils ont écrit pas mal de sketchs ensemble. Bon, alors vous allez me dire, bon, c'est un peu facile, c'est quand même la Marseillaise et le patriotisme, je prends un petit peu les choses. Bon, on va pas... C'est un peu facile de s'attaquer à ce guignol pour attaquer le patriotisme ou le souverainisme. Ok, donc on va attaquer quelqu'un de vachement plus respectable. Un éminent souverainiste de gauche, un éminent patriote de gauche, peut-être le saint patron des patriotes de gauche. Celui-là même qui, dans une récente interview au Journal du Dimanche, disait, je cite, « Je fais appel au civisme de nos concitoyens pour que chacun détermine son choix à la lumière du seul critère qui vaille. » Il parle des présidentielles. Du seul critère qui vaille, 2 points, l'intérêt de la République. J'apporte un soutien républicain à Emmanuel Macron. Plus loin, Emmanuel Macron a des qualités remarquables. Plus loin, elles sont reconnues surtout à l'étranger. Citation. Plus loin, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a fait imploser la gauche. Cette implosion tient à des choix bien intérieurs de la gauche elle-même qui l'ont fait toujours plus servir l'avidité des puissants et qui l'ont progressivement coupé des couches populaires. Alors là, il faut que je résume un peu ces lignes que j'ai lues trop vite. Ce que ce monsieur patriote de gauche, éminent, respectable, est en train de nous dire, c'est que Emmanuel Macron est un rempart contre l'avidité des puissants et le gage d'un souci des couches populaires. Je ne dévoie pas ses propos en les résumant ainsi. Ce respectable patriote de gauche s'appelle Jean-Pierre Chevènement. Bon, alors certains vont mettre ces propos sur le compte du gâtisme. Moi, je les mettrais sur le compte d'une autre maladie générant des troubles mentaux, à savoir le souverainisme. Alors, parmi les troubles en question, il y a à nouveau, évidemment, l'utilisation de mots ou expressions totalement évasifs et voulus évasifs. Des mots qui ne sont pas confiture. Alors, par exemple, le mot intérêt, l'intérêt. Hein, on en trouve 2 occurrences dans l'interview du Journal du Dimanche dont je viens de donner quelques citations. Première occurrence, voter Macron serait conforme à l'intérêt de la République, dit Chevènement. Deuxième occurrence,
Je cite, « Macron a fixé le cap, la reconquête de l'indépendance industrielle et technologique de la France, cela est conforme à l'intérêt du pays. » Donc nous avons l'intérêt du pays et l'intérêt de la République, qui sont à peu près des formules interchangeables. Pays égale République. C'est très important de le dire, ça, puisqu'on sait bien que la République et la patrie, depuis 30, 40, 50 les 50 dernières années, notamment sous la houlette de Jean-Pierre Chevènement et de certains de ses affidés, il y a eu une espèce de fusion comme ça entre la République et la patrie. L'un est devenu l'autre non pour la patrie. Alors on pourrait s'en réjouir, comme on serait dire c'est un glissement à gauche de la notion de patrie. Non, pas du tout. C'est un glissement à droite de la notion de République. C'est un processus qui est encore en cours et dont un des symptômes ou un des aboutissements a été le fait qu'un parti nationaliste de droite, nationaliste libéral de droite, qui s'était d'abord appelé RPR, puis qui ensuite s'est appelé UMP, a fini par s'appeler les Républicains. Voilà ce qu'on a fait au mot République, et notamment à l'initiative constante, farouche et pleine d'abnégation de M. Chevènement. Mais regardons plutôt de près cette notion d'intérêt, parce qu'elle est intéressante. Elle est parfois, on en parle souvent, l'intérêt. Elle est souvent, le mot est souvent décliné au pluriel d'ailleurs. On dit les intérêts du pays. Alors parfois on dit les intérêts supérieurs de la nation. Ça pue un peu du cul. Quand on se met à mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation, c'est qu'on a des trucs sales à faire au nom des intérêts supérieurs de la nation. Vous voyez, c'est un petit peu, méfions-nous. Mais on parle plus généralement des intérêts de la France, on parle aussi de nos intérêts. Le patriotisme consisterait donc à défendre nos intérêts. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi nos intérêts? Au Mali, par exemple, nous défendons nos intérêts. On dit aussi, au Mali, nous préservons notre zone d'influence. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, la zone d'influence, quoi? Bon, il ne s'agit pas d'être influent pour être influent. Ce n'est pas une fin en soi, l'influence. Les influenceuses sur YouTube, leur but, ce n'est pas d'être influençantes ou d'être influentes. Leur but, c'est de faire un peu de thunes en plaçant des produits. Elles ont des partenaires, comme chacun sait. Bon, eh bien, je dirais que préserver notre zone d'influence au Mali, c'est un travail d'influenceuse, quoi. On est là pour traduire notre influence en espèces trébuchantes. Évidemment que dans tout ça, nos intérêts, c'est toujours in fine nos intérêts économiques. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bon. Alors il faut entendre intérêt, là finalement, comme on parle d'intérêt dans la banque, dans le système bancaire, des intérêts sur une rente par exemple. Au Mali, en fait, ce qu'on fait, on entretient notre rente africaine. Alors une rente africaine qui vient de loin, qui vient des colonies, puis des post-colonies, puis de la France-Afrique et de ce qu'il en reste, quoi. Qu'on essaie de préserver bec et ongle devant l'assaut d'autres impérialismes. Le patriotisme qui consiste à défendre nos intérêts, comme le brandissent toujours les souverainistes, il faut défendre nos intérêts. Eh bien, ce patriotisme-là consiste, entre autres, à vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui les utilise au Yémen. C'est ça, défendre nos intérêts. Ce truc qui a l'air classe comme ça, de loin, mais quand on donne des exemples précis, il faut bien voir ce que c'est quand même. Le dernier qui parlait de ça, haut et fort, alors, du coup, on n'a plus de nouvelles de lui, il faudrait que je l'appelle, tiens. C'est Montebourg. Alors, il disait, il faut défendre nos intérêts coûte que coûte. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire le Yémen? Il n'expliquait pas. Puis après, il est parti. À un moment, on l'a vu passer, puis il n'était plus là, quoi. C'est comme Taubira. Il y avait une pièce, elle est rentrée dans la pièce, elle est partie. Tout le monde a dit, mais non, elle est vraiment passée. Enfin, on n'était plus trop sûr de l'avoir vue. Christiane, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'ai envie de le dire. Ah, je la déteste. Bon, alors c'est un autre... C'est pas du tout le sujet. Pas du tout le sujet. Non, je déteste beaucoup plus les gens, les femmes de Taubira que Taubira elle-même, franchement. Non. Soyons un peu modérés. Alors, protéger nos intérêts, il y a aussi l'idée de protéger nos intérêts. Défendre nos intérêts, ça serait plutôt à l'extérieur, et protéger nos intérêts, ça serait plutôt à l'intérieur, nos intérêts de chez nous, quoi. Et donc, ça s'appelle le protectionnisme. Voilà encore un des attributs disons, de la panoplie souverainiste. Le protectionnisme, c'est super le protectionnisme, vachement bien, il y en a marre. Bon. Donc on protège de la même façon qu'on protège nos richesses en fait intérieures par rapport à d'autres qui voudraient faire chez nous ce que nous faisons en Afrique. C'est ça le protectionnisme en fait. C'est empêcher les gens de faire chez nous ce que nous on fait.
Donc bon, le souverainisme est un patriotisme économique. Hein. Protéger veut dire parfois mettre d'ailleurs certains intérêts sous la coupe de l'État pour les sanctuariser, hein, notamment ce qu'on appelle les industries stratégiques. Alors on a beaucoup dit sur Alstom, hein, on a bradé ce fleuron industriel qui était une industrie stratégique, c'est pas bien, en général. Bon, oui, tout à fait, donc on les met sur la coupe de l'État. C'est alors que l'on parle d'État stratège. Hein. C'est une autre notion qui arrive assez vite hein, dans le périmètre flou du souverainisme. L'État stratège, bon, Marine Le Pen en parle beaucoup, tout un tas de souverainistes. Hein. L'État stratège est une macro-entreprise hein, qui a des stratégies économiques comme une firme, en fait. C'est ça, l'État stratège. C'est pas autre chose. C'est un État-firme. Défendre et protéger nos intérêts revient à faire ce que fait toute firme, essayer d'enfoncer les marchés accaparés par la concurrence et protéger ses propres marchés, son propre marché intérieur. En fait, c'est essayer d'avoir une balance commerciale favorable, quoi. Si le souverainisme consiste à défendre ou protéger nos intérêts, alors il relève du capitalisme d'État. Voilà. Au mieux. Les souverainistes disent souvent qu'ils font passer les intérêts de la France avant les intérêts du capital, avant les intérêts privés. Mais ça signifie en fait factuellement qu'ils préfèrent les intérêts du capital d'État aux intérêts du capital non étatisé. C'est une position interne au capital. Alors un souverainiste se prétend parfois antilibéral. C'est complètement faux. Je ne connais pas un souverainiste digne de ce nom qui soit antilibéral. Le souverainiste est même un libéral, hein, simplement. Il prône une compétition libérale plutôt entre les États-firmes, plutôt qu'entre les intérêts privés directement. Bon, c'est une petite différence d'échelle, c'est des nuances au sein du libéralisme. Mais c'est toujours la même loi du marché. C'est le même darwinisme où il s'agit de conquérir des marchés, certains au Mali, d'autres en Arabie Saoudite, et puis d'autres chez nous. Alors qu'est-ce que la gauche a à faire là-dedans ? Notamment la gauche antilibérale. Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans, la gauche antilibérale ? Pourquoi elle devrait se réjouir que la firme État France soit plus puissante que la firme État Italie ? Pourquoi devrais-je, moi, homme de gauche, antilibéral, me réjouir que ce soit nous qui prenions le marché des avions militaires plutôt que la Belgique ? Je peux m'en réjouir, à la rigueur, en tant que patriote, mais je ne peux pas m'en réjouir en tant que de gauche. Alors le souverainiste de gauche va insister quand même, parce qu'il ne lâche pas facilement. Il va dire, mais finalement, cette réjouissance est la même, quoi. Ce plaisir est le même. Parce qu'en gros, si l'État français est riche, s'il a une balance commerciale un peu favorable, si on arrive à augmenter nos intérêts à l'extérieur et à protéger nos intérêts chez nous, si plus généralement, peut-être, les grandes entreprises françaises, celles du CAC 40, hein, qui sont souvent adossées à l'État, ouvrent des marchés à l'extérieur, alors cette richesse accumulée, grâce à la puissance économique de l'État français et de certaines de ces grandes entreprises, alors cette richesse va rejaillir sur les Français et donc sur les classes populaires françaises. Vous voyez le calcul qui pourrait permettre qu'il y ait un souverainisme de gauche. Alors d'abord, première remarque, c'est exactement ce qui s'est passé pendant beaucoup de siècles dans la redistribution de la manne coloniale. C'est un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Effectivement, on est allé piller des richesses et puis on a pu, ici, entretenir une certaine redistribution. Drôle de schéma. Est-ce que c'est un schéma qui nous plaît tant que ça ? Est-ce qu'on trouve ça désirable en tant que gens de gauche ? C'est une question. Mais surtout, par ce schéma-là, le souverainiste de gauche présuppose donc qu'il existe un truc qui s'appelle le ruissellement. Eh oui. Le postulat nécessaire du souverainisme de gauche, prétendument antilibéral, est le credo libéral du ruissellement. Le deuxième présupposé, qui est un peu connexe à celui-là, c'est l'amalgame entre État et bien public. La propriété de l'État, ce serait la propriété de tous. Les richesses de l'État seraient les richesses de tous. Mais ceci est absolument infondé comme amalgame. Ça ne se vérifie pas mécaniquement. La richesse de l'État n'est pas la richesse publique, n'est pas la richesse de tous. Et c'est bien ça, les forces de l'émancipation, d'ailleurs. En quoi consistent les mouvements sociaux ? C'est aller arracher à l'État une richesse qu'il accapare, pour qu'elle soit redistribuée, qu'elle devienne le bien commun. Mais ça prouve bien qu'à la base, il n'y a pas de lien mécanique entre richesse de l'État et richesse de tous. Alors il y a un autre présupposé encore collatéral à ces deux-là, du souverainisme de gauche, c'est que la souveraineté de la nation équivaut à la souveraineté du peuple. Une nation qui décide de son destin, c'est un peuple qui décide de son destin. En gros, il y aurait une fusion-confusion entre souveraineté nationale et démocratie. Souvent, on utilise le même mot d'ailleurs. Le mot souveraineté, il permet un petit peu d'enrober un peu tout ça de façon toujours un peu
évidemment nébuleuse, hein, ça marche comme ça, toujours. Or, cet amalgame est absolument fallacieux. Ce n'est pas parce qu'un État est souverain que les gens qui habitent dedans ou qui sont sous la tutelle de cet État sont souverains. Absolument pas. Prenons l'exemple d'un des États les plus souverains du monde, d'un des États les plus protectionnistes, et d'ailleurs d'une firme État absolument performante, la Chine. État aussi souverain qu'on peut l'être dans la mondialisation. En fait, pas si souverain que ça, mais aussi souverain qu'on peut l'être. C'est un rêve de souverainisme, la Chine. Le capital y est hyper étatisé, on y contrôle même les milliardaires, hein, on est capable de séquestrer quand même Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, le Amazon chinois, c'est des choses qui sont arrivées. Donc l'État, la firme État chinoise peut arraisonner les grands capitalistes chinois. Bon, par ailleurs, la Chine défend parfaitement ses intérêts partout dans le monde, hein. Elle conquiert des marchés à vue d'œil, elle rachète l'Afrique, elle rachète la France, elle rachète plein de trucs. La route de la soie, tout ça, et elle protège très très bien son marché. Elle est admirable de protectionnisme. Par exemple, le cinéma. Il faut savoir que le cinéma chinois, qui est très très productif, il est d'abord essentiellement à destination du marché chinois. En même temps, ça tombe bien, il y a du monde, donc ça suffit pour vivre. Mais il est surtout très protectionniste par rapport aux assauts, notamment évidemment de l'autre cinéma, gros cinéma mondial, le cinéma américain. Alors, par exemple, il y a eu un film qui a eu un énorme succès mondial cet hiver, qui a été vu partout, y compris en France massivement, qui est Spider-Man. Par contre, il y a un pays où il n'a pas été vu, c'est en Chine. Alors on pourrait dire, ben voilà, ça c'est du protectionnisme. Au moins, il n'y a pas comme ça, on est hermétique au soft power américain, à l'uniformité des goûts américains, des blockbusters américains qui sont répandus partout dans le monde. Là, on se dit, bah, bravo, quoi, super, pas de problème. On a envie d'être souverainiste d'un seul coup. On est protectionniste, quoi, je veux dire, parce que voilà, c'est des spécificités nationales. Alors du coup, quel a été le gros succès du cinéma chinois cet hiver, là où il n'y avait pas Spider-Man? Alors c'est un film qui s'appelle The Battle at Lac Changjin. Je ne vous la fais pas en chinois alors que je suis sinophone parce que vous ne pourriez pas suivre. En gros, je vous la fais courte parce qu'il y a pas mal de traductions dans le mandarin. Ça veut dire la bataille du lac Changjin. Franchement, je simplifie. Alors ça a été le gros succès de cet hiver. Gros succès. Alors film chinois, vu par des Chinois, spécifiquement chinois, qui a été commandé et en grande partie d'ailleurs financé par le département de la propagande du comité central du Parti communiste. Ça c'est du protectionnisme, quoi. Voilà. Alors cette propagande d'État, est-ce qu'elle est au service du bien public? Est-ce que ce cinéma protégé est-il un bien pour le peuple chinois, pour les Chinois? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour eux? Plus généralement, est-ce que l'immense richesse de l'État firme chinois, du capitalisme d'État chinois, ruisselle sur le peuple chinois? Est-ce que, par exemple, il y a une redistribution des richesses tout à fait admirable? Est-ce que les protections sociales sont assurées en Chine? Il semblerait que non, puisque tout notre capitalisme se précipite là-bas pour précisément aller chercher des ouvriers dociles et très peu protégés socialement. Bon. Donc il n'y a pas de lien nécessaire entre un État souverain et un État qui assurerait le bonheur de ses ressortissants. Alors on dira, oui, mais enfin la Chine, c'est une dictature. C'est pas pareil. C'est là qu'apparaît donc un autre présupposé du souverainisme tel que je le décris, à savoir que nous, Français, nous serions une démocratie. Pour moi, ça c'est aussi drôle que la phrase d'Onfray, normalement, ça, mais visiblement, on n'a pas le même goût en humour. Bon, en tout cas, ce qu'on présuppose dans le souverainisme, c'est que nous, les Français, quand on est indépendants, on est une démocratie. Si nous avions notre souveraineté nationale, alors la souveraineté du peuple serait assurée. Il y aurait vraiment de la démocratie. Il existe une sorte de ruissellement politique en France, en fait. Les gouvernants agissent toujours, quand ils sont libres, au nom du peuple souverain. C'est comme ça à la France. Le souverainisme de gauche présuppose donc que nous sommes vraiment une nation formidable, du moment qu'on ne nous emmerde pas. Du moment que l'Europe, voilà. Lorsque les gouvernants français sont indépendants, lorsque l'Europe et les États-Unis leur lâchent la grappe, alors ils font une politique sociale et ils la décident démocratiquement en consultant le peuple. C'est ça les gouvernants français. Nos élites, en fait, françaises, elles ne sont pas libérales. Voilà. Parce qu'on n'a pas ça dans le sang, quoi. Le sang français, quand vous regardez une éprouvette,
il n'y a pas du tout de particule de libéralisme dedans, aucune molécule de libéralisme. Donc nos élites sont très sociales, depuis toujours. C'est comme ça, c'est immanent. Adolphe Thiers, par exemple, pas libéral, enfin vraiment toujours au service du peuple. Ben oui, parce qu'à l'époque, l'Union européenne l'emmerdait pas, les Américains quand même beaucoup moins qu'après. Et ben voilà, donc ils pouvaient être de gauche tranquillement. Personne pour l'emmerder. Donc, libres de leurs décisions, libérés de la tutelle du capitalisme américain ou de l'ordolibéralisme allemand, nos élites n'auraient pas dérégulé le marché. Elles n'auraient pas engagé une politique de désindustrialisation. Et par exemple, Macron, s'il n'était pas sous dépendance allemande et sous contrainte budgétaire de la BCE, ne déglinguerait pas le code du travail. Il ne promettrait pas de hausser l'âge de départ en retraite. Macron indépendant, c'est Lénine. Ouais. Alors avant que l'Europe s'empare de nous, avant que les puissances étrangères libérales viennent nous dénaturer, viennent corrompre notre sang antilibéral et donc corrompre nos élites gauchistes, eh bien la France était beaucoup plus sociale, quoi. Bon, par exemple Chirac, ben oui, il nous manque. Chirac, faut pas retenir le moment en 86 quand il est devenu Premier ministre de la première cohabitation, là, où il était hyper thatchérien, où tous ses slogans c'était finissons-en avec les archaïsmes français, où il voulait presque interdire les syndicats, où le modèle c'était vraiment Reagan et Thatcher. Oublions ce Chirac-là. C'était pas Chirac. C'était pas mon Chirac à moi, ça. Je sais pas, il a eu un petit moment de faiblesse. Bon, voilà, il était mal conseillé. Voilà, il y avait des gens autour de lui. Il y avait Alain Madelin. Bon, voilà. Non, le vrai Chirac, c'est comment dire. Moi, je pense qu'il est plus à gauche que moi. Franchement, au fond. Alors, à force de faire un petit peu planer ce truc, il y a eu un moment où les élites étaient sociales, tout ça. Finalement, bon an, mal an, de Chirac en aiguille, le souverainiste de gauche se met à être un peu nostalgique de la France de ces années-là. Ça, on l'entend beaucoup, un petit peu la France des 30 glorieuses. Et là, le souverainiste devient une sorte de nostalgisme identitaire. Qu'est-ce qu'on était bien avant, quoi, nous les Français. Alors, on a le droit d'être nostalgique de ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Quant à savoir si la nostalgie est une valeur politique, ce serait un autre sujet, mais pourquoi pas. Je note quand même que la France, qui est à ce moment-là mythifiée, qui est l'objet de cette nostalgie, comme ayant été un moment d'harmonie sociale, était une France sous régime capitaliste. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Dans les années 60, il faut quand même renseigner ces gens-là, la France était un pays capitaliste. Bon. Donc le souverainisme de gauche n'est pas anticapitaliste, puisque l'état idéal du pays tel qu'il le raconte ou fantasme correspond à un moment capitaliste de cet état. Bon, on revient toujours à l'idée que les souverainistes ne sont pas antilibéraux, ils sont pour le capitalisme d'État au mieux. C'est bon à savoir. Inversement, un anticapitaliste ne peut pas se dire souverainiste. Il peut lutter ponctuellement dans certaines lignes de front pour la souveraineté. Il arrive que la lutte pour la souveraineté recoupe des options sociales, recoupe l'émancipation sociale, recoupe des options anticapitalistes. Mais ce sont des recoupements ponctuels, qu'en aucun cas on peut, comme ça, ériger en mot fédérateur exhaustif et universel qui s'appellerait le souverainisme. Oui, par exemple, quand on se bat pour que les GAFAM payent des impôts là où ils font des bénéfices, par exemple en France, entre autres, oui, là, effectivement, s'ouvre une sorte de ligne de front qui concerne la souveraineté fiscale de l'État français, qui imposerait au capitalisme transnational un certain nombre de règles, absolument. Mais c'est ponctuel. En aucun cas, le souverainisme peut tenir lieu de boussole à un anticapitaliste. Absolument pas. Alors il y a une dernière façon, dans la continuité de ce que je viens de dire, par laquelle le souverainiste de gauche essaiera quand même, malgré tout, de sauver sa mise. Il fera le constat qu'effectivement le capitalisme lui-même n'est pas très patriote, quoi. Ah, ça c'est vrai. Le grand capital, il s'en fout un peu des nations, on sait bien. Le grand capital est transnational, et d'ailleurs depuis très très longtemps. Il est originellement transnational, surtout si on considère que le capitalisme, dans sa mouture moderne et même dans sa mouture tout court, est né avec le pillage colonial. Bon. Donc il est mondialisé et transnational depuis bien longtemps, le capitalisme. Il l'est presque par essence.
Et oui, le grand capital, on a à peu près rien à foutre des intérêts nationaux. Dès qu'ils peuvent défiscaliser, ils le font. S'ils peuvent ne pas payer leurs impôts dans leur pays d'origine, évidemment, ils le font, ce qu'ils font allègrement, et ça les occupe beaucoup d'ailleurs. Oui, donc effectivement, on peut dire que le grand capital est assez peu patriote. Mais alors se met en place, du coup, par rapport à ce constat, un sophisme souverainiste que j'ai déjà entendu. Alors, petit 1, les capitalistes sont peu patriotes. Donc, petit 2, la parade au capitalisme est le patriotisme. Voilà, ce donc n'a aucun sens, hein, logique. Hein. Ce donc ne fonctionne pas. Ce donc peut passer comme ça, en force, quoi, hein, un petit peu comme Michel Onfray à la frontière, vous voyez. Mais non, vous regardez bien, ce donc n'a aucun sens. Hein, il n'est pas du tout rationnel. On ne sait jamais. Avec un auditeur inattentif, ça peut passer. Mais quand c'est moi, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que je suis attentif. Et oui, c'est comme ça. Donc l'équivalent de ce raisonnement spécieux serait « les capitalistes ne portent pas de tutu, donc porter un tutu est anticapitaliste ». Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas essayé le tutu, j'ai essayé la formule. De la même façon que les ennemis de mes ennemis ne sont pas mes amis, ce que déteste le capital n'est pas forcément désirable. Ce n'est pas parce que le capitalisme n'aime pas les barrières nationales qu'il faut aimer les barrières nationales en tant que telles. Alors vous avez un autre raisonnement encore, qui est un peu du même genre, par lequel le patriote de gauche justifiera son patriotisme. Il va dire « Ah oui, mais les prolétaires sont patriotes ». Alors là, c'est la phase un peu où je m'énerve. Oui, on ne dirait pas, parce que je suis très énervé. Alors il y a 3 choses à répondre à ça, à cette aberration, enfin, à ce passage en force encore, de la confusion. Premièrement, ce n'est pas parce que le prolétaire dit une connerie qu'on doit penser comme lui. Il ne faut pas pousser le prolétarisme jusqu'à une adhésion aveugle à tout ce qu'aime le prolétariat, fait ou dit le prolétariat. Le prolétariat a parfois des goûts de merde en cinéma. On ne doit pas forcément se forcer à aller voir les films qu'il aime. Bon. Il faut quand même le rappeler. Défendre les classes populaires ne veut pas dire adhérer à tout ce que disent les gens des classes populaires. Si un prolétaire met un tutu, je ne vais pas forcément trouver ça beau. Voilà, je tiens à le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas si vrai que les prolétaires sont patriotes. Plus sûrement, il y a tout un tas de prolétaires qui s'en foutent de la patrie. Enfin, ils n'ont pas de positionnement. Ils ne se situent pas par rapport à ça, quoi. Voilà. Donc, une espèce de vue de l'esprit, de dire non, mais ils ont ça. Ça énerve vraiment les classes populaires, le patriotisme. Non, si on a la chance de fréquenter un peu des gens des classes populaires, le patriotisme y est ni plus ni moins répandu que dans d'autres classes, quoi. Donc il n'y a pas de lien nécessaire entre prolétariat et patriotisme. C'est faux. Moi, je dirais même l'inverse, en fait. Je dirais même totalement l'inverse. Parce que oui, il arrive que les prolétaires votent pour des partis nationalistes ou patriotiques ou émettent eux-mêmes des énoncés patriotiques ou produisent une panoplie patriotique. Oui, ça arrive, bien sûr. Mais précisément, ils le font en tant qu'ils ne se vivent plus comme prolétaires. Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire qui s'est mis à voter Front National dans les années 80-90 ? C'est quelqu'un qui, précisément, a arrêté de se vivre comme prolétaire. C'est précisément dans la déflation de sa conscience de classe que sont apparues d'autres formes d'affect et d'autres formes d'options, qui étaient par exemple les options identitaires. Alors pourquoi il y a eu une déflation de la conscience de classe ? N'y revenons pas. On sait bien que ça tient essentiellement à l'atomisation de la classe ouvrière et de la classe des dominés, la classe laborieuse, voilà, qui a fait ressurgir. Mais donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Les prolétaires commencent à être patriotes à partir du moment où ils ne se vivent plus comme prolétaires. Donc le lien de concomitance entre patriotisme et prolétariat est totalement un contresens. Un contresens. Du temps où les prolétaires se vivaient comme prolétaires, où ils avaient une conscience de classe, ils ne votaient pas pour des partis dont, en tout cas, le motif identitaire était central. Ils votaient essentiellement, par exemple, en France, pour le Parti communiste, qui n'est pas complètement innocent, parfois, de certaines déviances patriotiques à certains moments de son histoire. Mais elles étaient marginales. Ce n'était pas le cœur même de l'ADN du Parti communiste que d'être nationaliste. Bon. Donc, ce dernier argument du patriote de gauche, je suis patriote parce que je défends les prolétaires et que les prolétaires sont patriotes, ne vaut pas.
Alors il est temps que le patriote de gauche, prétendu de gauche, sorte du bois et qu'il nous explique vraiment pourquoi il est patriote, quoi. Il n'est pas patriote par anticapitalisme, il n'est pas patriote ceci, cela. Je pense que j'ai démonté un par un tous les arguments possibles. Il n'est pas patriote non plus parce que les prolétaires le seraient. Alors pourquoi est-ce qu'il est patriote? Il est patriote parce qu'il est patriote. La vraie raison du patriotisme de celui qui se dit patriote de gauche, c'est le patriotisme. Voilà. On pourrait dire que le patriotisme lui plaît en lui-même. Alors c'est là qu'il faudrait se demander qu'est-ce qui lui plaît tant dans le patriotisme, quoi. Qu'est-ce qui plaît tant dans ce truc, en fait, qu'on se dise de gauche ou qu'on se dise de droite. Alors là, je crois qu'il faut faire une analyse affective du patriotisme. Le patriotisme est un affect. Ce n'est pas une position rationnelle. C'est à peine une position politique, sauf donc à aller dans les présupposés identitaire et organique du fascisme. Non, le patriotisme, c'est un affect. Alors de quoi il est fait, cet affect, en fait? Qu'est-ce que ça fait vibrer en nous, le patriotisme? Qu'est-ce qui leur plaît tant là-dedans? Moi, je pense que c'est un goût pour la force. En tout cas, pour une certaine conception, j'allais dire virile de la force. Ce qui plaît tant, finalement, aux patriotes dans la notion d'État fort, ce n'est pas que l'État soit fort comme moyen de pouvoir exercer un certain nombre de politiques, c'est la force en elle-même. C'est la force comme fin en soi. Un État fort est prisé en tant que tel. En tant que tel. Pour manifester une sorte de démonstration de force, en quelque sorte, quoi. Rétablir l'indépendance nationale s'inscrirait donc dans un programme plus général de restauration de l'autorité de l'État. Souvent, les souverainistes sont assez friands de ce genre de formule. Il faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir l'autorité de l'État. Quelle drôle d'option. L'autorité de l'État, pourquoi? L'autorité de l'État chinois, coréen du Nord, américain, pour ne citer que des dictatures. C'est un peu facile, c'est anti-américanisme, c'est un peu facile. Ça fait plaisir quand même. Non, d'ailleurs, c'est souvent les mêmes, vous savez, qui disent, c'est un peu les mêmes, qui vous parlent d'aller rétablir l'ordre ou rétablir l'autorité de l'État dans les quartiers un petit peu populaires, vous savez, les territoires perdus de la République. C'est un peu les mêmes quand même. C'est un peu les mêmes qui disent ça. Restaurer l'État, restaurer l'ordre dans les quartiers populaires, restaurer l'autorité à l'école, c'est un peu les mêmes aussi. Ah oui, souvent, Chevènement, le saint patron des souverainistes, a été celui qui a voulu rétablir le maître à l'école après les déviances de 68 où l'élève avait tous les droits, comme on sait. C'est lui d'ailleurs qui voulait rétablir la Marseillaise à l'école aussi. Vous voyez, tout ça est un peu cohérent quand même. Et le principe directeur de tout ça, c'est la force, c'est l'autorité. Voilà. C'est une pensée autoritaire. Je pense qu'en fait, le patriotisme et le souverainisme, envisagés comme variante un peu rhabillée du patriotisme, c'est une pensée autoritaire. Et c'est une variante de la pensée autoritaire. C'est une pensée autoritaire qui se fait passer grâce à la confusion entre État souverain et peuple souverain pour une pensée démocratique, ce qui est quand même un tour de force tout à fait exceptionnel, quoi. Le patriote de gauche est en fait un autoritaire qui aime l'autorité en tant qu'autorité. C'est comme ça, c'est des affects, c'est des tempéraments. Alors il aime notamment l'autorité paradigmatique, l'autorité paternelle. Et là on en revient par un effet de boucle à ce qu'on entend dans patrie quand même. On entend patrie, on entend le père, quoi. C'est quand même bizarre de se situer autour de ce mot, avec cette étymologie-là. Qu'est-ce que c'est que ça, l'autorité des pères? Au nom de quoi en fait? Sur quoi est-ce qu'elle s'imprime exactement, l'autorité des pères? Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'aimer en tant que tel? Et puis on entendrait d'un seul coup autrement ce mot tellement glorifié, tellement prisé par plein de camps, de façon un peu comme ça transversale dans l'échiquier politique, qui est le mot de souverain. C'est quand même intéressant d'avoir construit le mot-clé idéologique d'une certaine option politique, souverainisme, autour de ce mot de souverain qui, quand même, pendant de nombreux siècles, de très très nombreux siècles, a été le synonyme de roi, de monarque. Alors les gens, ils vous diront, bien sûr, mais non, pas du tout, nous on ne pense pas à ça, on pense au peuple souverain. Ah bah oui, mais moi je crois qu'il y a quand même un truc qui fait que quand tu te dis souverainiste, c'est quand même un peu au roi que tu penses aussi. Pas seulement, mais aussi. Bon.
Bon, on aura tout dit en constatant que le point commun de tous les gens qui se sont dit souverainistes, en tout cas dans le champ intellectuel public, sont en général gaullistes. Ils ont trouvé en De Gaulle une parfaite incarnation de l'autorité paternelle, le père de la nation. Ça, c'est parfait pour eux, quoi. Mais c'est vraiment un point commun. Alors, on a parlé de gaullistes de gauche à un moment. Pourquoi pas Marine Le Pen est libertaire, donc je veux dire, il peut y avoir des gaullistes de gauche. Non, mais c'est possible. Bon, il n'y a aucun problème. Moi, je m'appelle Christine. Enfin, c'est vraiment c'est open bar. C'est les mots creux, c'est les mots creux. Bon. Alors il y aurait peut-être un peu là-dedans aussi un goût pour la virilité, ou alors peut-être le virilisme. Parfois c'est un truc que disent les patriotes de gauche aussi, où il y a des gens qui disent ça, ils disent ouais, moi je défends le prolétariat parce que, ou plutôt je défends les valeurs de la virilité parce que dans le prolétariat c'est des valeurs qui sont importantes, qui ont encore cours. Moi je pense que c'est l'inverse. Bon, d'abord il faudrait voir est-ce que c'est vraiment vrai que les valeurs de la virilité ont tellement cours que ça dans le prolétariat, surtout à un moment où en fait le prolétariat est devenu de plus en plus féminin. Donc il faudrait peut-être un peu remettre à jour quand même. Je tiens d'ailleurs cette statistique d'un article récent d'un journal que je vous recommande, qui s'appelle Le Monde diplomatique, et qui montrait, statistique à l'appui, que le prolétariat est majoritairement féminin maintenant, au moins dans les sociétés occidentales. Bon. Donc pour l'imaginaire, ouais, je défends la virilité parce que la virilité est une valeur prolétaire. Bon, là, encore une fois... Là, le réel vous dit, ben non, quoi, pas du tout. Donc, en fait, je crois que, comme d'habitude, c'est pas je défends la virilité parce que les prolétaires défendent la virilité, je défends les prolétaires parce que peut-être ils défendent la virilité. C'est la virilité en tant que telle que je défends. Je pense qu'il faudrait aller creuser là-dedans. Alors, si on prend le patriotisme, je finirai là-dessus, comme un affect, bah, du coup, un affect, ça se manifeste comment? Par des mots, par des postures, par des poses, par une esthétique. Et je dirais que cette esthétique, ces poses, cet ensemble de postures se caractérise par un goût pour ce que j'appellerais une certaine verticalité. Hein. Alors c'est pour ça que le patriote est pris comme ça d'une certaine vibration érotique quand il se tient droit pour chanter la Marseillaise. Hein. C'est un chant qui est fait pour nous dresser comme ça. Hein. C'est fait pour lever une armée, c'est fait pour nous soulever, alors on se dresse. Tout ça est une sorte d'érotique un peu phallique. Alors de la même façon, j'ai constaté souvent que les gens qui sont un peu dans ces eaux-là de tempérament aiment bien les tribuns. Vous savez, ceux qui s'expriment à la tribune. Et c'est ceux qui ont le verbe haut, hein, ceux qui font des bons mots. Et des mots comme ça pétarade un peu, c'est des effets de tribune, des grands, on aime bien les grands orateurs, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Ils sont souvent masculins, vous voyez. Oui, on aime bien ça, quoi. Donc un verbe qui, comme celui de l'hymne, appelle aussi à se soulever, à se dresser. Alors c'est vrai que quelqu'un qui serait porté là-dessus, il aura assez peu de vibrations érotiques en écoutant mon verbe à moi. Ça, c'est vrai que mon verbe à moi n'appelle pas à se soulever, pas du tout. C'est un verbe qui casse l'ambiance, je dirais, hein, qui freine les élans patriotiques et pas seulement, qui refroidit les ardeurs. C'est un verbe qui se couche, quoi. C'est un verbe un peu lâche. Un verbe qui n'a pas de couilles, quoi. Mais je dirais un verbe féminin. Mon verbe est féminin. Je ne plais pas aux patriotes. Les patriotes ne m'aiment pas. Je ne les fais pas vibrer érotiquement. Non, mais j'ai remarqué, hein, j'ai souvent essayé de matcher sur Tinder avec des patriotes. Ça ne matche pas. Ils sentent bien que trop féminin. Verbe trop féminin, Bégodeau. Alors, puisqu'il y a quelques patriotes présents dans la salle, j'imagine que ce soir, ils ont dû beaucoup s'ennuyer en m'écoutant. Ils ont peu joui, ils ont peu vibré. Alors, pour un peu m'amender, hein, pour ces patriotes-là, je vais essayer de m'exonérer à l'extrême fin de l'ennui que je leur ai procuré. Oui, je vais tâcher, rien que pour eux, rien que pour les patriotes de la salle, de leur octroyer un petit shoot de verbe haut, en concluant par « Vive la République !» et surtout, vive Châteauroux. Merci.